tout l'amour que je peux exprimer pour Mémé Sire du Temps, qui m'insulterait parce que elle est comme elle est. C'est une vieille sorcière acariâtre qui déteste tout le monde, mais qui en fait est tellement gentille, quoi. Et elle est pas morte, c'est quelque chose qu'elle précise régulièrement. Bonjour Maillot. Salut Daoro. Avant de parler de culture et de vous expliquer le thème de l'émission, parlons d'un peu de thé. Qu'est-ce que tu bois aujourd'hui ? J'ai bu un matcha tout à l'heure et la seule information que j'ai, c'est que c'est un matcha Kagoshima. Je me suis racheté du matcha récemment. C'est vrai que c'est cool, ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. C'est pas dans mes réflexes d'aller chercher le matcha plutôt qu'un autre thé, mais c'est toujours agréable en fait. Il faudrait que je fasse ça plus souvent. Et toi, qu'est-ce que tu bois ? Un bata batacha, c'est fabriqué à partir de feuilles d'été. Et en fait, les feuilles, elles sont vraiment pas trop traitées. C'est-à-dire que tu les vois pas pliées ou enroulées. Voilà. Ok. C'est vraiment les feuilles très brutes, séchées plus ou moins au soleil, fermentées un petit peu aussi. Les photos sont intéressantes, on a vraiment les feuilles complètes, à peine froissées. T'as un peu l'impression, quand t'infuses le truc, de faire infuser des feuilles mortes d'un sol de forêt, mais bon. Le truc étonnant qu'ils mettaient dans le texte de description, là, le thé frappe par des senteurs de fermentation qui évoquent des champignons et du bois ciré et du cuir. Au goût, alors non, mais à l'odeur, effectivement, quand j'ai reniflé les feuilles humides après l'infusion, ça sentait vraiment le cuir frais. C'est très perturbant. Ouais, le cuir, c'est une note qui des fois arrive dans les puers, Mhm. donc ils sont fermentés. Hein. Je me souviens en avoir goûté un, ça faisait vraiment odeur de vieille bibliothèque avec les couvertures des livres en cuir, etc. Donc un vieux cuir qui sent plus tant que ça. C'était assez bon. Comme tu parles de bibliothèque, ça ferait une parfaite transition pour parler C'est vrai. de l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de culture, mais quoi comme. On a fait une petite sélection de choses qu'on a découvertes récemment et choses qu'on a découvertes il y a plus longtemps sur plusieurs catégories. Pour la bibliothèque, livres et bandes dessinées par exemple, et puis après plein d'autres qu'on va voir au fil de l'épisode. Des œuvres qui nous ont marqués, qui nous accompagnent un petit peu plus que forcément juste du divertissement. Ça n'a pas vocation à être que des trucs entre guillemets transformatifs ou j'en sais rien. Attention, on va pas jusque-là, mais des trucs qui nous ont plus marqués, touchés, voilà. Moi j'ai pris un peu marqué dans le sens, qu'est-ce qui me vient tout de suite. Je suis pas forcément allé voir dans ma bibliothèque en me disant « Ah, ça j'aimais bien ». J'ai essayé vraiment de faire que des choses qui me viennent tout de suite en tête. Un bon signe, parce que si tu dois commencer à aller regarder dans tes listes de choses que tu aurais pu voir, ou des archives de fichiers, ou justement une bibliothèque, si tu dois chercher, c'est que c'était peut-être pas si marquant que ça. C'est ce que je me suis dit. Première catégorie, on avait des bandes dessinées. Récemment, on nous a offert une BD qui s'appelle « Moins qu'hier, plus que demain » de Fab Caro. Pour ceux qui connaissent pas Fab Caro, il fait des BD absurdes. C'est souvent des cases qui sont répétitives, voire peut-être même des copier-coller de cases successifs. Les situations sont souvent très très absurdes. Et « Moins qu'hier, plus que demain », c'est un jeu sur la phrase je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain ». Donc là, évidemment, c'est l'inverse. Et c'est un livre qu'on nous a offert à mon mariage. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je l'aime bien. C'est parce qu'il est très absurde. Il faut oser offrir un livre comme ça à un mariage. Toutes les histoires sont justement des mariages qui sont en perte de vitesse, on va dire. Il m'a marqué parce que j'adore Fab Caro. Il me fait beaucoup, beaucoup rire. Et c'est le côté contextuel plus dans ce cas-là qui me marque. Je connais pas du tout l'auteur, mais ça a l'air sympa ce principe d'avoir un peu tout le temps les mêmes cases qui se répètent avec du texte différent puis des situations différentes. Et le premier de lui que j'ai lu, c'était Zai 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 Zai. C'est une espèce de road trip / personne qui fuit la police. Et ça vaut le coup. Et toi, récemment, en bande dessinée, est-ce que tu as découvert des choses bien ? On m'avait offert Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, qui est une BD de science-fiction. C'est la première fois, je pense, en tout cas en bande dessinée, que j'ai pris une claque pareille. C'est vertigineux. Les dessins déjà, il y a des perspectives incroyables. Et le thème qui est vraiment orienté science-fiction autour de la vie de deux androïdes, Carbone et Silicium, et tout leur rapport à l'existence. Je veux pas en dire plus parce que c'est tellement une découverte qui est cool à avoir sans en savoir à l'avance tout ce déroulement de l'histoire.
comment ces robots ils vont vieillir, vivre, comment ils vont avoir peut-être leur individualité par rapport au fait que ce soit des robots dans une humanité aussi. C'était assez bouleversant, puis les dessins vraiment sont incroyables. Mathieu Bablet, il a des perspectives folles sur des fois des trucs en pleine page avec des structures géniales de SF, quoi. Et, ouais, vraiment très 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 bien. Je te recommande vraiment grandement de jeter un œil dessus, c'est vraiment super. Carbone et Silicium, il me semble que quelqu'un me l'avait conseillé. Alors je vais le remettre dans ma liste. C'est des BD qu'on a découvert un peu récemment, mais est-ce que tu as quelque chose que tu aurais lu il y a plus longtemps que ça? En lien, vu ta description de Carbone Silicium, moi j'ai une BD que je risque d'appeler soit Blame, soit Blâme. C'est un manga, donc de toute façon ça se prononce Buremu. Ce que tu disais sur l'architecture, là, et puis les doubles pages avec des perspectives de fou, Blâme c'est un peu ça. C'est un ancien architecte, et ça se voit énormément. L'histoire de Blâme, c'est un androïde / humain modifié qui recherche des humains originaux dont le code génétique n'a pas été modifié dans une mégastructure futuriste. Quand on parle de mégastructure, on parle de taille d'un système solaire, ce type de choses. Ah ouais. C'est vraiment une BD qui est assez lente, où il y a très peu de texte et beaucoup de ces points de vue sur des architectures gigantesques, où des fois on se demande est-ce qu'il y a même un humain ou le personnage principal dans la scène, comme ça on arrive à se donner une échelle. Le travail sur l'architecture est vraiment magnifique dans cette BD. Et après, c'est une ambiance que moi j'apprécie beaucoup aussi, très noire, très vide. C'est pas la meilleure des histoires que j'ai jamais vues, mais c'est vraiment pour moi le côté dessin, l'architecture, la manière dont il transmet ce gigantisme à travers une BD qui fait 15 cm de haut. C'est ça le format, non, manga? Du gigantisme, mais sur des petites pages. Je vais quand même citer un deuxième BD que j'adore vraiment énormément, c'est Transmétropolitane. Cette fois-ci, on va du côté des Américains, c'est un comics. C'est dans le futur aussi, un futur transhumain où on a quand même pas mal maîtrisé la génétique, etc. Et on suit un journaliste qui s'est exilé de lui-même de The City pendant 5 ans et qui est obligé d'y revenir parce que contractuellement, il doit écrire 2 livres et s'il le fait pas, son éditeur va lui envoyer des assassins au cul. Je cite là quasiment texto. Ah ouais. C'est le point de départ et c'est complètement humour noir, le pire qu'on puisse s'imaginer de notre société moderne, mais fois 1000 parce que on peut se faire soigner plus rapidement, on peut changer de corps. Enfin, bref. Dans l'une des premières pages, il y a un autre auteur qui écrit à propos et il dit c'est l'humour noir le plus fin, la plus pure haine et sens de la justice levé en serrant les dents. Je fais une traduction un peu à la volée. Mais voilà, c'est un peu le résumé de Transmétropolitane. Vraiment excellent, je l'ai relu récemment et j'adore toujours autant. Ça me fait à la fois rire, mais à la fois ça fait pas mal réfléchir sur le monde dans lequel on vit. Intéressant, je lis jamais de comics en plus. C'est vraiment un monde où je suis pas du tout exposé. Ma plus grande expérience de la bande dessinée, c'est plutôt du franco-belge. C'est d'ailleurs le cas de mon autre référence, là, celle un peu plus ancienne, la rubrique à braque de Marcel Gottlieb. J'avais hésité à le mettre dans ma liste. Que je lisais ça quand j'avais 6 ou 7 ans chez ma grand-mère, ils y étaient tous. C'est effectivement dans ces alentours-là que j'ai aussi tout lu. Il y avait ça à la bibliothèque, je sais pas trop comment je suis tombé dessus, mais bêtement je pense pas c'était au rayon BD et puis voilà. C'est certainement une des grandes influences de mon humour parce que c'est tellement drôle et c'est absurde et c'est si bien dessiné et en même temps aussi dans le dessin très drôle en fait, il y a plein de petits trucs. Il y a un peu toujours des choses qui se peuvent être cachées à un certain endroit, il me semble. Tu peux les relire 15 fois et remarquer des trucs que tu n'avais pas remarqué avant dans le dessin. C'était super cool. J'ai de très bons souvenirs avec ça en tout cas. Je me souviens avoir beaucoup ri. Et je pense que ça a été très formateur pour mon style d'humour aussi. Pour la catégorie suivante, on va parler un peu de livres. Je vois que tu n'en as pas mis parce que tu lis plus trop ces temps. Comment ça marche ? J'ai lu assez peu de livres finalement ces 2 dernières années. Il y a une année, il y a 2 ou 3 ans, où j'ai commencé l'année en lisant plein et ensuite, depuis, j'ai quasiment arrêté. Même si j'ai lu quelques livres cette année ou l'an dernier, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y en ait qui m'aient marqué vraiment. Je vois. Moi, assez récemment, j'ai lu Chien 51 de Laurent Godet. C'est une sorte de fable cyberpunk d'un auteur qui pourtant n'est pas du tout un auteur de science-fiction. Hein. Et c'est très
anticapitaliste sans en avoir l'air. Ça remet en question pas mal de violences qui sont plutôt des violences systémiques en fait. Tout ça enrobé dans une enquête policière qui est bien ficelée puis qui est intéressante. Ça se lit vraiment très fluidement, je trouve. Les pages se tournent un petit peu toutes seules. L'enquête est cool, les personnages sont cool. Le ton, par contre, est assez sombre et un ou deux passages qui sont vraiment pas agréables parce que l'histoire fait, c'est un peu glauque, quoi. Pour moi, vraiment une bonne lecture auquel je m'y attendais pas du tout. Je suis vraiment tombé dessus par hasard. C'était en retournant le bouquin pour lire le descriptif derrière, j'ai fait « Hey, ça a l'air sympa, prenons ça, tentons » et j'ai bien fait de tenter. Comme potentiel candidat, mais ma foi, il fallait en choisir un, Geometry for Ocelot de Exurbia était très chouette, mais bon, j'en ai choisi qu'un, donc ça sera Chien 51. Et sinon, alors toi, t'as quand même mis un livre que t'as pas découvert récemment. Qui s'appelle donc L'homme qui n'aimait plus les chats de Isabelle Hopi. C'est difficile d'en parler sans casser tout le twist un peu. Je déconseille de lire la 4e de couverture entièrement. Le dernier paragraphe, je trouve, casse un peu toute la surprise du livre. L'histoire de base, c'est un vieil homme qui nous raconte l'histoire de son île, avec les gens qui sont sur l'île. Donc, il y a le prêtre, il y a le professeur, il y a un peu tous ces archétypes habituels. Et il nous raconte qu'un jour, tous les chats de l'île qui venaient vaquer à leurs occupations, qui vivaient tous avec les humains mais qui appartenaient pas aux humains, un jour, tous y disparaissent. Ça, c'est le point de départ. Donc on me l'a offert et j'ai pas lu le 4e de couverture en le prenant, j'ai directement commencé. Et j'ai été très surpris du sujet du livre. Je l'ai relu assez vite, d'ailleurs, 1 ou 2 mois après seulement, je crois. Ah ouais, ok. Et il est très court aussi, en fait, ça aide. Il fait une centaine de pages. Il se lit vraiment bien. Je crois que je l'ai lu en une soirée et demie, on va dire, un truc comme ça. C'est vraiment intéressant. Moi, je trouve qu'il vaut le coup, mais je peux pas dire pourquoi il vaut le coup, parce que si je dis pourquoi il vaut le coup, ça casse la surprise. En tout cas, la surprise que moi j'ai eue, et je trouve que c'était une très bonne surprise de pas du tout avoir lu le 4e de couverture, de m'en être limité à ce qu'il y avait écrit sur la couverture et d'avoir démarré. J'aime beaucoup quand on me recommande des œuvres et qu'on me dit non, vas-y en faisant confiance et en sachant le moins possible, tu verras, c'est une bonne surprise. C'est peut-être comme ça que certaines œuvres ont le plus d'impact et marchent le mieux, plutôt que d'en savoir trop. Vu la taille qu'il a et ce que tu en dis, c'est assez tentant. Malheureusement, il a l'air épuisé, mais l'éditeur dit qu'il y a une nouvelle édition en préparation. Ok. Et toi, en plus ancien, qu'est-ce que tu as comme livre ? Alors c'est une série, parce que je peux pas choisir juste un livre. Là, c'est vraiment tous les bouquins de l'auteur Terry Pratchett. Je veux pas dire que j'ai grandi avec, mais presque, parce que les bouquins étaient déjà sortis. C'est avant que je sois jeune qu'il y en avait déjà, quoi. Tout le sens de raconter des histoires de Terry Pratchett avec son humour, mais du coup avec tous les petits messages qui passent l'air de rien, sans vouloir en passer. C'est simplement les actions et les personnages, la manière dont ils se comportent. Je pense que c'est des bons modèles pour les gens, y compris les méchants, parce que ça te donne une idée de contre-exemple, tu vois, mais qui sont jamais caricaturaux, puis ils sont jamais tous parfaits. Et tous les thèmes qu'il aborde, toute la diversité des trucs qu'il aborde, alors que c'est des romans de fantasy, où il arrive à aborder des trucs comme la création, les films, le logiciel libre même, plein de choses comme ça. Très sincèrement, je pense que toute la série a participé à faire de moi une meilleure personne. Donc vraiment, je recommande la lecture des bouquins de Terry Pratchett. Après, comme il y en a beaucoup, je sais que c'est très difficile ou intimidant, disons, à prendre en main, par où commencer, tout ça. Il y a plein de conseils sur Internet. J'ai envie de dire de peut-être pas commencer par le premier dans l'ordre chronologique de parution, parce que il écrivait un peu moins bien à l'époque, c'est normal, hein, c'était un peu ses premiers bouquins, et je pense que de partir sur un truc plus tardif, et après éventuellement de revenir au premier livre, ça me paraît très bien. Surtout que la plupart, ils se lisent assez bien comme livre indépendant, en fait, il n'y a pas besoin de tout connaître, puis au fur et à mesure qu'on va lire des bouquins, il y a des pièces du puzzle qui se mettent en place. Comme il y a des thèmes, éventuellement chercher des guides sur Internet pour vous mettre... si vous préférez les côtés un peu plus polar, peut-être toutes les séries sur le gay sont intéressantes. Si vous préférez peut-être des trucs un peu plus rock'n'roll et déjantés, peut-être le cycle avec la mort comme personnage principal, c'est aussi peut-être super bien. À noter que c'est aussi là que j'ai lu mon meilleur polar, qui s'appelait Jeu de nains, qui était vraiment incroyable.
Alors que c'est censé être un livre de fantasy, quoi, mais pour dire le génie de Terry Pratchett. Très très difficile de sortir un livre de la série du Discworld, là. Moi, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre qui m'a marqué. Je crois que j'en ai lu un et j'ai vu 2 films par contre. Un truc très important aussi que je dois préciser, lisez-le absolument en français, parce que Patrick Couton, qui est son traducteur officiel, qui a vraiment tout traduit depuis le début jusqu'à la fin, il a gagné plusieurs prix de traduction. C'est même plus qu'une traduction, quoi. Il adapte les blagues pour qu'on comprenne le contexte et que ça donne des trucs similaires, et voilà. J'ai essayé une fois de lire un tome que j'avais déjà lu en français, mais j'ai essayé de le lire en anglais, et en fait, ça marchait moins bien. Vraiment, lisez-le en français. Même si vous parlez bien anglais, ça vaut la peine de le lire en français. Je veux quand même dire bonjour à Mathieu des Lectures du Loup, qui est un podcast de lecture. Il parle des bouquins qu'il lit. En format très court, c'est sympa, puis je sais qu'il nous écoute, donc coucou. Ok. Et ensuite, on avait thème podcast. Rien de récent de nouveau parce que, en accord avec mon thème, ça fait longtemps que j'ai pas démarré de nouveaux podcasts. Normalement, je rajoute rien à mes podcasts, mais Tu as quand même un récent. je me suis abonné à Méta de Choc. Ça apporte quelque chose à l'esprit, là, c'est vraiment super. Ça parle de métacognition. C'est la réflexion sur nos propres pensées. Qu'est-ce qu'on pense? Pourquoi on pense ce qu'on pense? Comment on pense ce qu'on pense? Ça, c'est le thème général du podcast. Les épisodes et les sujets d'épisodes vont s'intéresser à des pratiques ou des sphères ou des communautés, voilà, et analyser tout ça. Par exemple, les histoires de complotisme ou des histoires de New Age, mais New Age gourou, sectaire, voilà. Mais il y a aussi des thèmes d'émotion, de rationalité, de communication, toujours avec un point de vue de se poser la question de pourquoi on pense ce qu'on pense et d'attirer l'attention sur des fois les dérives et les dangers de certaines choses. Beaucoup de pensées critiques sur la manière dont on pense et dont on se fait manipuler aussi potentiellement. Intéressant. Tout ça en ayant à chaque fois un invité ou une invitée qui vient parler du truc. C'est l'animatrice qui est psychologue, je crois, et qui est passée dans du New Age limite sectaire et qui en est ressortie. Du coup, elle peut aussi en parler en mode moi aussi, je me suis fait avoir, j'étais à fond dedans, je croyais que en tendant mes mains vers des roches, j'allais me recharger d'énergie et pouvoir guérir le monde entier. Et en fait, non. Elle n'est pas du tout à se moquer des gens qui peuvent tomber dans ces pièges-là parce que elle est passée par là, tu vois. Ok. Toi, t'as pas rajouté de podcasts récents. Par contre, t'as des podcasts plus anciens. Rien de récent. Et en podcast ancien, j'ai mis Feu Studio 404, qui n'existe plus. Est-ce que j'irais conseiller à quelqu'un d'aller malgré tout écouter tous les anciens épisodes? Peut-être. C'était un podcast sur la société numérique de manière générale. Chaque épisode, il y avait 4 chroniqueurs normalement. Je crois que c'est tout le long à 4, je crois pas que ça change. Chacun a un peu un sujet à traiter. Le premier chroniqueur fait sa chronique. Ensuite, il y a une petite discussion autour de ça. Et chacun fait une chronique. Ça peut être sur des sujets différents, mais il y a un peu toujours un lien quand même. Et il y a une 5e personne qui fait le facilitateur. Et c'est vraiment bien parce que c'était quand même assez rarement des sujets à chaud. Les chroniqueurs aussi ont des vues qui sont assez différentes sur un même sujet, donc il y avait toujours un peu des discussions intéressantes, je trouvais. Beaucoup d'épisodes aussi qui étaient sur des thèmes un peu globaux. Je me souviens sur la mobilité dans le futur et le fait, ça partait un peu du télétravail, de cette capacité à travailler depuis n'importe où, et puis ça poussait l'idée à dire, est-ce qu'on pourrait avoir un futur où tout le monde est constamment mobile tout le temps? Chaque chroniqueur prenait un peu une vue différente sur le sujet. Donc ça pouvait être des choses un peu plus réflexion à grande échelle, réflexion d'ensemble, ou des fois des choses un peu tactiques, on va dire, au jour le jour, utilisation de certains outils, découverte de nouveaux outils ou des choses comme ça aussi. C'était toujours fait de manière intelligente, mais surtout, ça tombait pas forcément dans y a-t-il un nouveau service ou un nouveau smartphone ou machin comme ça. C'était pas du tout orienté nouveauté, on va dire. C'était plus orienté réflexion, usage, et dans les usages, évidemment, il y a les outils. Et toi, en épisode plus ancien? La planète bleue qui m'accompagne depuis longtemps, c'est 1 heure d'émission actuellement, qui est principalement de la musique. Des musiques qui se veulent tout le temps globales et futuristes, donc loin des
charts et qui se font pas que dans le monde occidental, loin de là. Et ce sera pas forcément des musiques ethniques. Ça peut être de la pop un peu électronique, futuriste, mais qui viendrait du Kenya, par exemple, tu vois. Tous les choix musicaux sont super intéressants. Et en plus, c'est matinée de petites chroniques qui sont toujours très très courtes, qui parlent un peu de futurisme, de science, un peu d'écologie et un petit peu de culture quand il a des objets culturels, soit musicaux, soit de BD qui peuvent l'intéresser. Mais c'est jamais orienté consommation, par exemple. Il y a un beau truc qui est sorti, c'est intéressant, mais voilà, c'est pas achetez-le, quoi, c'est juste que c'est sympa. Ça a l'air intéressant. Je connaissais pas du tout. Il y a plus de 1000 émissions quand même, on est à la 1012. Je vais peut-être pas reprendre du début, celle-ci. Les chroniques valent la peine, les musiques sont vraiment incroyables. Il a une sélection. Si tu veux une diversité forte et être exposé à des œuvres que tu aurais assez peu de chances de tomber dessus autrement, ça vaut la peine. Justement, en parlant de musique, qu'est-ce que toi tu as découvert récemment? J'ai mis le dernier album de VNV Nation, Electric Sun, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il fallait que je mette VNV Nation quelque part, parce que c'est aussi un peu comme Terry Pratchett pour toute leur œuvre. J'aime vraiment beaucoup ce groupe qui fait de la future pop. C'est un truc un peu électronique qui est bien dansant, mais des fois un peu plus calme, avec toujours des paroles qui me touchent beaucoup, soit en termes de réflexion, soit juste en termes d'émotion. Ça marche vraiment très très bien entre le côté des fois un peu plus joyeux et dansant des mélodies, mais ces paroles des fois qui sont très très bien pensées, très très bien réfléchies. Et là avec Electric Sun, encore une fois, l'auteur-compositeur, je trouve qu'il a bien su saisir l'air du temps. Très bon album, Electric Sun, et je crois pas que ce soit quelque chose que tu m'aies fait découvrir. Je crois que j'ai découvert indépendamment, mais on s'est rendu compte qu'on écoutait tous les deux. Je suis prévenu quand il y a des nouveaux albums, et à chaque fois qu'il y en a un nouveau, je trouve que c'est toujours une très très bonne découverte à chaque fois. Les 3-4 derniers, je trouve, ils sont de mieux en mieux à chaque fois. Déjà, ils chantent mieux, parce qu'il faut avouer qu'au début, c'était peut-être pas trop ça. Puis tu sens l'expérience aussi. Ouais. On sent le travail qui a évolué, et puis on sent qu'il s'améliore énormément. Là, Electric Sun, c'est vraiment un mix avec des moments parfois très classiques, avec des cordes, violon, puis des enchaînements plus vers de l'électronique, avec des guitares un peu rock sur le côté quand même de temps à autre. Il y a vraiment un gros mix qu'il n'y avait pas autant dans les précédents albums, mais qui va très 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 bien. Et puis les ambiances sont vraiment, vraiment bien sur cet album. Je te rejoins aussi comme album récent dans celui que tu as choisi. J'ai mis Stup Forever de Stupéflip parce que je ne peux pas faire autrement. Il est sorti il y a moins d'un an, donc on a considéré que c'était récent. Ça a été l'un des albums que j'ai le plus écouté en 2022 et il est sorti qu'en septembre, donc il a beaucoup beaucoup tourné. Parce qu'il est vraiment très très bien. Stupéflip, l'œuvre dans l'ensemble, j'adore. Ça rebute certaines personnes et je comprends aussi pourquoi. C'est très brut de décoffrage d'une certaine manière, surtout le premier album où on sent que c'était le premier album. Le style, tu décrirais comment ? Il le décrit lui-même dans le premier album en disant c'est du rock rap avec ritournelle de variété. Les paroles sont très rappées / hip-hop, un peu dans ce style-là. On est vraiment sur un mélange de rock, un mélange de rap avec des mix pris dans de la variété française des fois ou dans du classique avec des boucles. J'ai découvert un peu à la sortie du premier et à partir de là, j'ai vraiment suivi tout le temps. Et ce 5e album, oui, c'est ça. Je trouve qu'il a vraiment réussi à relancer la chose. Les 3 premiers, de mon point de vue, sont un peu un ensemble. C'est une espèce de trilogie avec le 4e qui est une espèce de pause réflexive sur lui-même. Et le 5e, moi, je vois peut-être un début d'une nouvelle duologie, trilogie, je sais pas, ça dépend, on verra bien ce qu'il fait après. Je le vois presque comme un espèce de renouveau. J'étais en train de me demander, est-ce que c'est mon album préféré de Stupéflip ? Et peut-être bien. Toute la fin de l'album, à partir de Tiger Crane ou The Platform, la piste 14, pour moi, ça fait les 4 chansons de fin, en tout cas, minimum, que je prends un peu comme une unité qui est, mais c'est fou. C'est un enchaînement complètement hallucinant, je trouve, cette fin d'album. Les paroles sont absolument dingues, comme tout le temps. Je trouve que c'est ciselé tout bien, quoi. Hypnoflip Invasion, Stup Virus, qui sont les 2 derniers précédents avant Stup Forever, c'est pas des albums que j'ai accrochés tout de suite. Il a fallu que je les réécoute plusieurs fois. Une fois que j'étais vraiment, vraiment rentré dans l'univers de l'album, je les ai trouvés absolument géniales. Et Stup Forever, donc là, le dernier, ça a été dès la première écoute. Sinon, comme album plus ancien,
qu'est-ce que tu as choisi? Donc un album que j'ai découvert il y a 5 ans maintenant. L'album s'appelle Lifa et le groupe c'est Heilung, Heilung. Et on est de nouveau sur un truc bizarre parce qu'on est sur du proto-viking. C'est plus ou moins classifié dans tous ces groupes de néo-metal. Ils viennent un peu d'un univers et d'une scène métal, mais là il n'y a pas de guitare. Les percussions il y en a, mais c'est vraiment fait à la main. Je crois pas qu'il y ait de batterie. On est sur des chants tribaux vikings, vraiment. C'est l'ambiance que ça donne. Il me semble qu'ils sont allemands et norvégiens, les membres du groupe. Et la personne qui a créé le groupe, je crois, est un historien, ou en tout cas a fait une thèse en histoire, avait entre autres étudié le proto-germanique et a d'abord recréé une possible manière de parler l'un des proto-germaniques qui est plus du proto-viking dans son cas. Parce qu'on a des traces écrites, mais on n'a évidemment plus personne qui le parle. Et donc il a un peu recréé la version parlée de ce langage et il en a fait un groupe. Ok. C'est très guttural, enfin c'est du proto-viking quoi. Ils sont habillés avec des cornes ou il y a un peu un style chamanique, beaucoup de percussions qui vont se répéter, presque les chants un peu mongols. Du chant de gorge un peu. Et des choses un peu comme ça. Cet album-là, c'est un album qui a été enregistré sur scène, c'est leur premier. Pour moi, c'est le meilleur. Les suivants, je trouve, sont moins intéressants. Il m'a énormément marqué parce que j'étais dans un contexte qui avait rien à voir. Je l'ai découvert, on était au Sri Lanka, je crois. Effectivement. Et je sais pas, il est tombé à un moment donné où ça n'avait rien à voir et ça a très 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 bien marché pour moi. Ça fait partie des albums un peu, je trouve, où si je l'écoute vraiment, juste lui, je sais pas trop où j'en suis dans l'album. Je trouve que ça s'enchaîne très bien et qu'on se perd un peu dans où est-ce qu'on est, dans quelle chanson on est. C'est un peu l'effet qui me fait moi, en tout cas. Je connais de nom, j'ai dû écouter un ou deux trucs, mais il n'y a rien qui me vient en tête du tout. Et toi, qu'est-ce que tu as Ou alors moi, je suis très loin du côté instrument naturel, parce que là, c'est du synthé plutôt de mauvaise qualité sonore, entre guillemets, parce qu'il est ancien. Et c'était la bande-son du premier jeu Dune, qui a été composé par Stephen Peck. Ce que j'ai mis comme lien dans les show notes, c'est pas la version du jeu même, parce que c'était du MIDI de mauvaise qualité sur les ordinateurs qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais là, c'est la version qu'ils ont enregistrée avec des meilleurs synthés et un rendu un petit peu de meilleure qualité que ce qu'on pouvait faire sur les machines PC de l'époque du jeu. Mais ça reste quand même des vieux synthés. Et je sais pas, il y a un truc dans cette musique-là qui... Alors, je vois bien tout ce qu'on peut mettre comme critique dessus, justement sur la qualité sonore des instruments, mais aussi sur ce côté très New Age, musique New Age, avec des fois il a des inclusions de flûte de pan ou je sais pas quoi. Et des fois le cliché caricatural de François Pérusse sur la musique New Age, quoi. Mais je sais pas, ça marche, ça fait vraiment très autre monde, autre planète, autre espace. Ouais. J'ai découvert avec le jeu quand j'étais petit, donc il y a peut-être une composante de nostalgie qui fait que ça marche toujours et je l'écoute encore très régulièrement cet album. Par contre, ses autres œuvres à Stephen Peck, j'avoue que, à part Lost Eden que j'adore aussi, qui est un peu dans la même veine en fait, mais le reste, je suis moins... Ouais, non, ça marche moins. Beaucoup aimé cette BO aussi. Et pareil, je pense qu'il y a un côté nostalgique du jeu. Enfin, cette bande-son, j'ai redécouvert vraiment des années après avoir joué au jeu. Mais ouais, comme tu dis, ça marche et ça évoque vraiment le côté autre monde. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un retour par quelqu'un qui n'a pas joué au jeu et qui écoute ça. Ouais. Est-ce que ça fait vraiment le même effet ? Répondez-nous. Justement, si les gens ils veulent commenter les recommandations qu'on a faites, nous dire aussi si ça marche sur eux ou pas, la BO de Dune, s'ils n'ont pas joué au jeu. Comment ils peuvent faire ? Comment ils peuvent nous contacter ? Où est-ce qu'on nous retrouve ? L'endroit principal où il y a un peu tous les liens, c'est notre site. Donc c'est là où il y a l'email, par exemple, Twitter, si vous préférez nous contacter via ça. Et donc c'est tâche-2-t.fm. Et de là, il y a absolument tout, normalement. En haut à droite du site, il y a un bouton pour retrouver notre compte Twitter, comme tu as mentionné, notre compte Mastodon aussi. On a une adresse mail hello@tâche-2-t.fm qui est une adresse email sur laquelle vous pouvez nous écrire. Voilà. Et puis donc on continuera un peu sur ce sujet qu'on pensait plus court. Où on parlera d'autres trucs culturels qui nous ont influencés. On était parti pour ajouter 5 catégories encore.
Ah, juste une note par rapport à Blame. C'est un message pour la personne à qui j'ai donné les Blame. Ceci n'est pas un message pour dire que je souhaite les reprendre ou quoi que ce soit. Au contraire, je suis très content de là où ils sont et de te les avoir fait découvrir et qui t'aient plu. C'est juste que j'aime vraiment Blame.